Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Backdoor. Bonjour Baptiste. Comment Bonjour ça va? Raphaël, ça va très bien et toi mon cher ami? Et ça va excellemment bien. Oh. J'espère que ça va bien aussi, vous qui nous écoutez. J'espère que vous appréciez cette reprise de saison. Ce nouveau concept qui est Background, les nouveaux formats d'épisodes, voilà. J'espère que vous nous avez fait des retours. Et que vous kiffez. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui, au moment où on enregistre cet épisode, donc le 14 octobre, a sorti il y a à peu près 15 jours son livre. Vous l'avez peut-être vu passer. Le livre se nomme Above the Noise et il parle de La vie, c'est une autobiographie de Monsieur Demar Dibo DeRozan. Un personnage important d'ailleurs pour le clin d'œil. Sachez que je sais pas si Baptiste s'en souviendra, mais quand je lui ai pitché le concept de Backdoor, c'est l'un des premiers exemples que j'ai pris, D-Rose. C'est vrai. C'était pas D-Rose. D-Rosen. C'était D-Rosen. Oui, non, D-Rosen. Mais il est surnommé D-Rose aussi, Samara. C'est seulement quelqu'un d'autre a le même nom. Mais oui, clairement. Démarrons. Vas-y. Non, clairement. c'est juste que je disais oui, clairement, je me souviens que c'était de lui dont tu m'avais parlé, l'un des premiers noms qui est sorti. Parce qu'on était à l'époque d'un épisode dont on va parler un peu dans cet épisode, d'un petit tweet notamment à peu près. Bon, on était après, mais bien après. Mais... On est quelques années après, mais oui. C'est un joueur qui, on en parlera à la fin de l'épisode. Stay tuned à la fin. Si l'épisode n'est pas trop long, on fera un petit peu un free flow. Je vous parlerai un peu de mon rapport avec DeRozan et de ce qu'il m'a apporté. Bref. Commençons par vous dire que DeRozan est né le 7 août 1989 à Compton. Il a actuellement des mensurations d'1m98 pour 100 kg de muscles secs et explosifs. C'est un ailier à l'ancienne, expert du mi-distance, du drive et qui est capable de faire sauter n'importe qui et n'importe quoi avec ses feintes de shoot. Mais il est donc désormais également auteur d'autobiographies, véritable fan et fils spirituel de Kobe. Dans l'épisode du jour, vous allez rentrer avec nous dans ce qui fait son livre, et on s'est basé essentiellement sur ce livre pour l'écrire cet épisode. Donc son enfance, quel est l'être humain d'Emar DeRozan finalement, parce que vous connaissez tous le joueur, c'est de la NBA récente, mais c'est un individu exceptionnel. Comme dit dans notre magnifique introduction que vient de faire mon cher ami, Demar est né à Compton. Si vous connaissez un peu le monde par exemple du rap, vous savez que c'est l'un des quartiers les plus compliqués de LA. Et comme à LA, souvent votre appartenance à un gang est liée à votre lieu de vie. Lui étant né dans une famille majoritairement de Crips, c'est les bleus, si jamais, vous voyez pas. C'est ça. Il raconte que s'il n'a jamais fait partie directement du gang, dès ses 4 ans, il avait conscience et savait parfaitement tout ce qui l'entourait lui et sa famille. Dans sa famille, le gang est très très présent. Il a un oncle qui était un Blood et qui a été tué par un Crips. Je vous laisse imaginer la bonne ambiance au repas de famille. Et inversement, il a un autre oncle qui était un Crips et qui a été tué par un Blood. Donc, beau terreau familial bien compliqué. Et de ce contexte particulièrement horrible, notre ami Demar DeRozan emporte une trace, une cicatrice jusque dans son nom, puisqu'il a été nommé Demar en hommage à son oncle Lamar, qui est décédé à 20 ans dans une fusillade. Sa mère a toujours fait en sorte de l'éloigner le plus possible du monde de la rue et des gangs. Et comme c'était une figure appréciée de Compton, tout le monde a fait attention à ce que son choix soit respecté. Pour Demar, il pense que ce respect à sa mère est aussi dû au fait que 2 de ses oncles sont des membres respectés et haut placés des gangs. L'un chez les Crips, l'autre chez les Bloods. Il est le seul fils de sa mère et le seul qu'elle n'aurait jamais pu avoir, puisque sa mère souffre en effet d'un lupus. Alors je suis pas médecin, je sais pas ce que c'est, mais c'est un nom de maladie qui m'évoque pas grand chose de fun. C'est une maladie auto-immune. Ok, fun. Si jamais. Magnifique, je me coucherai moins con ce soir. Et du coup, ça va créer un surnom, je sais pas si on peut le dire. Enfin bref, Demar va avoir un surnom grâce à ça, qui sera The Blessed One. Littéralement,
le béni. Le béni, on a parlé de sa mère, on va parler un peu de son père, monsieur Frank DeRozan. C'était apparemment un homme très massif et très grand qui de facto imposait le respect et avait comme surnom Big Dog. Et j'adore ce surnom. Big Dog. Surtout que Desmar l'appelle tout le temps Big Dog dans le livre. Pour la petite anecdote, son père était le premier noir du Vedelia High School à intégrer l'équipe de basket et à son premier match, il a pris 36 rebonds. Fort. Voilà. Le père, en vrai, sinon, était plutôt un joueur de football américain, c'était un linebacker. Contrairement à son père, Desmar, lui, n'a jamais joué au football quand il était jeune. Sa mère lui interdisait catégoriquement, alors quand bien même que son père et son grand-père coachaient l'équipe du lycée du coin. On vous parlait un peu d'un environnement compliqué, et ben parlons de la maison dans laquelle Desmar a grandi. Alors lui n'en avait pas du tout conscience, mais il a grandi dans une extrême pauvreté. Pour vous donner un exemple, il n'y avait pas de frigo chez les DeRozan, il y avait une glacière et ses parents l'envoyaient au shop du coin acheter des blocs de glace quand le dernier avait fondu, ce qui permettait de conserver un peu la viande. Pour continuer, le robinet de la salle de bain ne marchait pas, donc il devait utiliser celui de la douche. Ça coulait jamais très fort et jamais très longtemps, en tout cas pas assez pour prendre un bain. Donc c'était soit vous preniez une douche très rapide, soit c'était le gant de toilette. Puisqu'il y a toujours plus de misère, il entendait également les rats courir dans les murs. Bonne ambiance. Ouais, bonne ambiance. Et cerise sur le gâteau, la famille de Desmar ne savait jamais s'il mangerait le soir. Et bien que Desmar détestait l'école, il était quand même content d'y aller chaque jour, puisque le repas du midi qui était servi était parfois le seul repas qu'il allait pouvoir manger dans la journée. Une enfance bien difficile, hein. Ouais. En plus de tout... c'est pas fini. Ouais, en plus de toute cette misère, vous prendrez bien un peu de guerre des gangs, en supplément. Ouais. Desmar parle du fait, dans son bouquin, il parle du fait que même si vous n'êtes pas dans le gang, vous vivez par ses règles. Vous apprenez les différentes marques de respect qu'il y a, à ne pas porter certaines couleurs, quels pâtés de maison sont safe, et surtout vous apprenez que si un inconnu se pointe, vous devez en apprendre le plus possible sur lui, son nom, d'où il vient, où il habite, où vivent ses parents, où est-ce qu'il a été à l'école, tout ça. Tout cela, ça rend le jeune Desmar très en colère. Il explique que dès très jeune, il comprend pas pourquoi tout le monde doit en permanence être aussi dur. Il parle dans le livre de la rage qu'il habite quand il voit sa mère s'essuyer de nouveau ses larmes parce qu'un membre de sa famille a été tué. Et comme vous vous en doutez, c'est un environnement qui est extrêmement traumatisant pour un enfant et il en a des conséquences des jeunes, il en a des conséquences, j'allais dire physiques et psychologiques, puisqu'il lui arrive la nuit de se réveiller, son cerveau qui tourne à pleine vitesse, il repense à toutes les choses horribles qu'il voit, les meurtres, les tirs, etc. Et il aurait bien aimé en parler, mais comment est-ce que vous en parlez dans ce genre d'environnement ? Comment vous en parlez ? Comme je disais, tout le monde est aussi dur. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous restez là dans votre lit, tremblant, à pleurer sans bruit. C'est terrible, mais il va quand même réussir à en sortir quelque chose de positif. C'est que cette colère, ces traumatismes, ça va devenir sa motivation et ça va même devenir finalement son essence, puisque c'est ce qui va le pousser à courir plus vite, à sauter plus haut, à rester dans la salle une heure de plus, même s'il est épuisé. Le basket, en fait, va vraiment devenir son moyen de gérer les choses, et même si des fois, ça lui semblait suffisant, la vérité, c'est que ça ne l'était pas. Et on va centrer un peu sur le basket, là, on va laisser un peu de côté la vie, on y reviendra après. Desmar a toujours joué au basket, et... comme beaucoup, il a joué au début, mais c'est vraiment en regardant des matchs avec son père qu'il a développé une obsession et une fascination pour le jeu, et il le dit dans le livre, ça l'a toujours pas quitté. Il parle notamment d'une scène où lui et son père sont assis par terre, en regardant des cassettes des matchs des années 80, où la qualité est si mauvaise que c'est difficile de dire qui est qui, et dans les joueurs de ces cassettes qui l'ont marqué, on retrouve des grands noms, Monsieur Julius Erving, Monsieur Alex English et Monsieur George Gervin. Des beaux noms, des noms qui... Des beaux noms. Des mecs qui savent jouer au basket. Pour continuer sur l'éducation basket de notre ami Desmar, il préparait une pile de cassettes, souvent avec les matchs qu'il allait visionner. Une fois le match lancé, et toutes les quelques minutes à peu près, il faisait une pause et discutait des actions, de pourquoi tel joueur faisait telle passe, etc., pourquoi tel ou tel mouvement.
Et lui, notre ami Desmar, il décrit ces cassettes comme les pièces d'un puzzle qui lui ont appris à jouer au basket, à réaliser, à apprendre à réaliser tel ou tel move, etc., à connaître toutes les différentes variantes de tel ou tel système. Bref, c'est vraiment grâce à ces cassettes-là que notre ami Desmar a développé son QI basket, on peut dire. Avant le lycée, son père était la seule figure de coaching que Desmar avait, et apparemment, il était impossible de le satisfaire. Par exemple, si Desmar foirait un move ou peu importe, il allait forcément lui faire savoir, même s'il réussissait juste après. Hein, son père faisait toujours remarquer ce qui n'allait pas avant de féliciter, par exemple. Vers ses 10-11 ans à peu près, son père l'emmenait au playground et lui faisait faire toutes sortes d'exercices, et chaque jour était un focus sur un point différent. Ça lui faisait du bien à Desmar de s'accrocher à ça, parce que lui il voyait bien que les autres jeunes de son âge voulaient être comme les OG, c'est-à-dire les grands du gang, quoi, hein, ceux qui gèrent les gangs. Alors, le rinté. Le rinté, exactement. Alors que lui, il voulait plutôt être comme Jordan, Kobe ou Dr. J. Lui et son père ont fait beaucoup de 1 contre 1, et apparemment les matchs étaient tellement tendus et serrés qu'ils comparent ça aux scènes du film He Got Game. Pour ceux qui ont vu le film, ça vous parlera. Pour les autres, allez le voir. J'ai pas vu le film, ça me parle pas, je suis désolé. Ah là là, et va le voir, c'est très très bien. Top, je vais faire ça. Dans un souvenir d'ailleurs, Desmar parle de comment la dureté de son père, ça l'a aidé pour la NBA. Il raconte l'anecdote d'un match où il est à Toronto, il affronte les Knicks de Melo. Les Knicks dominent, mais les Raptors vont réussir à faire le poche et à remonter dans le 4e quart-temps, revenir à égalité. Desmar va finir par envoyer un fadeaway pour la victoire avec 1 seconde 9 restante. Retour à l'aéroport, phone call avec son père, et ce dernier lui dit « C'est pour ça que j'étais aussi dur, je voulais t'enseigner la résilience. » Ça c'est beau. Et ça c'est beau. Ça fait vraiment phrase de maître Yoda, je trouve, de l'appeler juste après. Bref, revenons un peu sur l'environnement de Desmar en dehors du basket avant son entrée au lycée. Comme beaucoup de gamins, Desmar restait le produit de son environnement, comme McTayer. Aura la ref qui aura la ref. Il était souvent impliqué dans des bagarres à l'école. Du coup, son père l'enfermait dans sa chambre pour le punir. Et si Desmar répondait trop, il l'enfermait carrément dans le placard. Voilà. Terrible. Terrible. Ah, l'éducation, elle est quand même dure. Hein. Ah ouais, c'est vraiment elle est dure. Il a été viré de son premier lycée à cause d'un trop gros nombre de bagarres qu'il a déclenchées. Ce qui l'a fait arrêter de se battre, c'est tout simplement quand son père lui a fait comprendre que pour faire partie de l'équipe de l'école, il fallait être dans l'école, et que se battre et de se faire virer lui empêcherait de faire ça. Bah ouais, parce que de facto, si vous êtes viré de l'école, vous pouvez pas jouer dans l'équipe de l'école. Ça se tient. Il y a quand même une anecdote de bagarre qui ressort. Pour ceux qui le savent, et on l'a dit je crois au début, Desmar a un surnom, Dibo. Mais d'où qu'est-ce que ça vient ? Eh bah ça vient tout simplement d'un cours de PS, où Desmar, qui à l'époque, donc en gros, Desmar est en 5ème et je crois que le mec est en 3ème ou en seconde, et qui est en équivalent français. Ils font un basket en cours de PS, Desmar est en train de torturer le type, c'est-à-dire qu'il le défonce, hein, vraiment. Le mec en face pète un plomb, commence à vouloir se battre, sauf que la violence c'est pas bien, attention. Sauf que Desmar lui casse la gueule, et en fait, les autres gamins autour vont dire la phrase genre oh he's got beat up like Dibo, qui est une référence qui va pas parler tout de suite à tout le monde. Mais en fait, Dibo, c'est le méchant d'un film d'Ice Cube avec... comment s'appelle le deuxième acteur ? Je ne sais plus. Je vous retrouve ça tout de suite. J'ai pas la ref. Hop, un film d'Ice Cube et Chris Tucker. Et voilà, c'est le deuxième acteur. Vous n'avez pas la ref ? Non. Vous allez l'avoir tout de suite. Puisque ce film s'appelle tout simplement Friday. Et dans Friday, on retrouve un mème très connu. Le mème où 2 mecs sont sur un banc devant une maison et font « Damn !» Voilà. J'ai la ref. Quoi qu'il en soit... vous avez la rêve du même et du coup vous avez un peu une image du film. Ce surnom de Dibo va rester et sachez que après ça, ses parents, ses profs
ses amis, et même en NBA, tout le monde l'appelle Debo, quasiment personne l'appelle Demar. Voilà, C'est c'était marrant. l'anecdote un peu marrante dans l'horreur. On va y retourner très vite, vous allez voir. On retourne dans l'horreur ? Allez, on retourne Ouais. dans l'horreur. Bah oui, parce que la réalité va rattraper notre jeune Debo, hein, et cette réalité, elle est très très dure, hein, on va pas se mentir. Histoire que vous puissiez quantifier un peu l'horreur de la guerre des gangs, et de comment tout ça a pu impacter notre cher Debo et sa famille. En un seul été, ils vont assister à 20 funérailles. Voilà, donc en été, Voilà. l'été ça dure à peu près, ça dure 3 mois, hein, 20 funérailles, ça fait quoi ? Une tous les 3 jours ? Une tous les 3 jours. J'ai 24 ans, j'ai jamais assisté à des funérailles de ma vie, alors 20 en un seul été, putain. C'est ça, et c'est pas fini. Ouais. Pour continuer dans l'horreur, hein, parce que vous en reprendrez bien un petit peu plus, il a vu des funérailles où ont eu lieu des drive-by shootings. Voilà. La guerre de gang, tout ça, la triste réalité C'est de la ça. rue. Son environnement l'a forcé à s'isoler. Il explique qu'il n'a jamais trop voulu se faire des amis, par peur de devoir les pleurer, hein, c'est quand il serait mort. Malheureusement, même s'il avait peu d'amis, il avait un meilleur ami, qui contrairement à lui, n'avait pas d'échappatoire à la rue. À 15 ans, ce dernier devait venir le chercher pour passer la soirée. Seulement, Devion, qui était devenu gangbangers pour les Crips, eh bien, sera assassiné pour une partie de dés qui s'est envenimée quelques heures plus tôt. Un peu à la manière de Take Off. Pareil. Ouais, mort un petit pour peu une à la partie manière de Take Off. Et ouais, de domino, je crois, Take Off, mais ou de cartes. Il me semblait Bref. que c'était des dés. Enfin bref. Pour un jeu de société, Ouais, bon, quoi. en tout cas, c'est voilà. Pour un jeu de société qui ne méritait pas d'en arriver aussi loin. Bah, peu de choses méritent d'en arriver aussi loin, si tu me demandes mon avis, mais c'est un autre sujet. On est bien d'accord. Voilà un peu le contexte. On va pas trop revenir sur l'enfance de Demarv, mais c'était important de poser ces racines là parce que vous allez voir, ça va faire du sens un peu après. Hein, dites-vous bien que bah du coup, je vais le dire, hein, mais j'ai enlevé 70% des histoires qu'il y a dans le livre. Voilà. Donc si vous voulez continuer à voir comment le gamin est traumatisé, bref, reconcentrons-nous sur le basket si vous le voulez bien. À l'école, je vous parlais de l'anecdote de Debo, je disais que ça bottait le cul à ce mec, ça bottait le cul à tout le monde. Hein. Faut dire aussi que, en plus de cet entraînement intensif avec son père, vous êtes en 5ème, vous faites 1m82. C'est grand. Et vous mettez la tête au cercle. Belle détente. Belle détente, belle capacité athlétique, le bonhomme. Bien qu'il soit conscient, de devoir quitter son environnement, il a quand même un peu de mal à quitter la maison. Et après une victoire avec son équipe de AAU en National Summer League alors qu'il est en 8th grade, équivalent de la 4ème, il joue pour l'équipe des Sokols All-Stars où vous trouverez notamment un monsieur que vous connaissez tous, Brandon Jennings. Oh, monsieur 50 Et points oui. dans son premier match NBA. 55. 55. Oh. Ouais, bref. Beaucoup de lycées vont se mettre à lui faire des offres. Hein. Soudainement, pour la première fois de sa vie, il y a des gens qui le veulent. Pour la première fois de sa vie, Demar a une option. Parmi les offres, vous trouvez le Rancho Dominguez High School ou le Sierra High School, qui sont deux lycées très connus de Los Angeles et très hypés. Sierra High School, exemple pareil, c'était le lycée de Bronny James. Et c'est le lycée encore de Brice James. On parle d'une centaine d'élèves, c'est une prep, etc. Bon, lors de la visite, il a très vite compris que c'était un monde qui n'était pas le sien, hein, et qu'il passerait son chemin. Dans les autres lycées, il y avait à l'autre bout du pays le célèbre lycée de Oak Hill. Si vous avez une très bonne connaissance du circuit jeune aux États-Unis, c'est là-bas qu'ont été formés des talents comme Carmelo Anthony, KD et Rajon Rondo. Ben Simmons aussi. Et Ben Simmons, exactement. Et plein d'autres mondes. Mais non, notre ami Demar l'a tatoué sur son corps et il a grandi avec cette maxime. Loyauté. Il a donc choisi le lycée de Compton, qui était littéralement de l'autre côté de la rue où il habitait. Alors certes, le lycée n'a pas une bonne réputation, et ce n'était pas une usine à fabriquer des joueurs de NBA comme l'était par exemple le lycée de Oak Hill. Mais c'est ça aussi Demar, quelqu'un qui a embrassé le fait de mettre ce lycée sur la map, et par son talent de lui permettre de recruter d'autres top prospects. En plus, son père il aimait bien le coach, et le savait capable de prendre la relève de l'éducation basket de son fils. Et là, attention, anecdote de fou furieux. On va revenir un tout
petit peu avant son entrée donc en high school, on est en middle school, Mhm. il a un membre proche de lui qu'il surnomme Uncle Chico. Alors c'est pas réellement son oncle, Mhm. mais en fait c'est cet homme, un ancien membre de gang qui était proche de son oncle Kevin, un autre de ses oncles qui a été assassiné dans la guerre de gang. Et après la peine de prison de Chico, quand il ressort, il voit Demar et en fait il avait promis à Kevin de s'occuper de sa famille. Et donc Chico essaye de se remettre dans la vie, il monte une entreprise dans l'entertainment, etc. Et il fait pas mal de business avec les Clippers. Et un jour, Demar raconte que cet oncle va l'emmener chez un monsieur qui est à l'époque le meneur titulaire des Clippers, j'ai nommé Sam Cassell. Et c'est tout simplement dans le salon de Sam Cassell qu'il a appris à faire la pump fake et qu'il a appris tout ce qu'il devait savoir sur le mid-range game. C'est beau. Un C'est beau. beau mentorat. À cette Voilà. époque, il est pote avec un mec du nom de Romeo Miller, qui est son meneur de jeu et un autre gros prospect de LA. Petit détail, le père de Romeo est le rappeur Master P. Je ne le connais pas à titre personnel, mais voilà. Gros rappeur de la scène de LA, très influent dans les fins des années 90. Ok, je connaissais pas. Et très très riche. Très très. Donc à ce moment-là, il se trouve que les SoCal All-Stars ont été démantelés. Et là, Master P se dit qu'en fait, il montrait bien sa propre équipe AAU. Et là, comment vous dire que Master P va démontrer sa générosité et que les gamins vont être traités comme des joueurs NBA, voyageant de jet privé pour les matchs hors Californie, bus luxueux pour les déplacements, hôtel 5 étoiles, et surtout, tous les joueurs ont reçu un téléphone en cadeau. Et c'était le premier téléphone de notre ami Demar. Ouais. Autre anecdote marrante sur ce passage avec l'équipe AAU et son amitié avec Romeo. Un jour, Master P fait une grande fête pour l'équipe. Demar se met à l'entrée et dit à tout le monde que le coût est de $5. Il est rentré chez lui ce soir-là avec les poches pleines. Voilà. J'adore. La mentale de Hustler. Ouais, vraiment, la vraie mentale de Hustler. Dans sa progression basket, faisons donc un petit saut par sa relation avec Kobe, puisque Kobe était clairement le joueur préféré de Debo quand il était jeune. Il a moulé son jeu autour de celui de Kobe. Il a laissé pousser son afro quand Kobe l'a fait, c'est vous dire l'influence. Mais plus que ça, c'est quand en 2006, Kobe organise un camp d'une semaine l'été à Los Angeles pour les top prospects de la région. Demar, il est invité. Et donc voilà, il a 15 ans, il peut rencontrer son idole. Et c'est incroyable déjà, parce que il apprend énormément de choses. Donc il y a un lien rapide qui se crée, tu vois. Mais bon, moi, Kobe, c'est un peu les top prospects, tu vois. Dans ce camp, il y a Obama, Jrue Holiday, James Harden. Je crois qu'il parle aussi de Kevin Love, de Brandon Jennings. Bref, il y a du monde. Saison junior de Demar. Californie, putain, blague à part, mais... Oh, et gros, si on faisait un truc, il y a du monde. Il y a Klay Thompson aussi, il y a Paul George, Russell Westbrook. Ouais. Une dinguerie. Bref, ouais. Saison senior du coup de high school, et après un gros match des Rosanne, il y a Kobe qui va lui envoyer un message en lui disant "Way to go, keep that shit up." Vous imaginez le pétage de câble qui s'ensuit quand votre idole vous envoie un message. Une autre fois, Kobe a dit à Debo par message qu'il pouvait le contacter à chaque fois qu'il en aurait besoin. Et en fait, s'en est suivi de la fin de sa saison junior à la fin de sa saison senior de high school, beaucoup de fois où Demar a été voir Kobe s'entraîner et a fini par s'entraîner avec lui. Ce qui, excusez-moi du peu, doit être un peu sympa et doit quand même vous apprendre 2-3 trucs. Ah bah oui, hein. T'as un quand même. 20 meilleurs joueurs de tous les temps à peu près, qui te mentor. Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui en rêveraient, quoi. Ouais. On va continuer sur les anecdotes en relation des deux. Kobe a découvert que Debo faisait la même pointure que lui. Et du coup, il a commencé à lui envoyer des paires de Kobe. Sympa. Donc bon, voilà, sympa, hein, pour le sneakerhead que Demar il est, c'était fou. Et en parlant de sneakers, petite anecdote, parce que Demar est vraiment un énorme sneakerhead, il a tout un dressing chez lui. La première paire de Demar DeRozan, c'était une fausse Air Jordan 11 Concorde. Voilà, il raconte qu'il l'a porté jusqu'à l'épisode 1 de la paire, c'est rapide mais ça m'a fait marrer. On va aller sur une dernière anecdote avec Kobe et Demar. Demar, il a toujours porté des Kobe en match. Non. Lors d'un match, dans sa 3e saison à NBA contre les Lakers,
il a porté autre chose, il a porté des Jordan 10. Mais pourquoi ? Eh ben parce qu'en fait, quelques matchs avant, il affronte Vince Carter. Et ce dernier lui dit, tu vas pas porter ça quand tu vas affronter Kobe. Et en fait, Demar, il commence à cogiter, il se dit, attends, comment ça ? Il y a une règle non écrite que tu portes pas les chaussures de ton adversaire, etc. Sinon, ça lui donne un avantage. Déterminé à laisser aucun avantage à Kobe, il se pointe le jour du match avec une paire de Jordan 10. Kobe voit les chaussures entre deux. The fuck you wearing? Du coup, il a lockdown defense Dimar, qui va finir à 2/13, puis à la fin, il lui a mis le tir de la victoire sur sa tête en prime. Cette anecdote est folle. Ouais, revenons sur sa progression basket. Allez, repartons là-dessus. Pour Demar, sortir de Compton est une priorité. Si c'est entouré au fur et à mesure de gamins comme lui qui partageaient la même envie et les mêmes ambitions, il savait que le premier step pour aller en NBA était de réussir à obtenir une bourse pour jouer à l'université. Une fois arrivé dans sa saison senior de lycée, Demar a eu plein d'offres d'université, et il y en a une d'entre elles qui a retenu son attention. L'université de North Carolina, coachée par Dean Smith, l'homme derrière Michael Jordan, James Worthy ou encore Vince Carter. Voilà. Excusez du peu. Seulement. En tant qu'ami très loyal, Demar voulait aider son pote Romeo Miller à obtenir une place dans les rosters aussi, bien que ce dernier soit légèrement trop petit pour la division 1 de NCAA. Notre ami Demar faisait savoir que s'il signait, c'était à la condition que son pote Romeo ait une place aussi dans le roster. Dean Smith a refusé. Demar a fait de même. Allez, un vrai ami, putain, ouais, un vrai pote. En fait, pour être plus précis, à cette époque, Demar, il sait qu'il est bon. Mais il est presque sûr à ce moment-là qu'il va faire que s'améliorer avec le temps, et que partant de ce postulat, il va finir par être drafté en NBA. Il se dit même qu'avec un peu de travail et un peu de chance, il peut peut-être faire un one and done, ce qui à l'époque n'est pas très courant. Dans sa tête, à ce moment-là, du coup, il y a un compte à rebours qui se met en place avant sa vie en NBA. Pour revenir du coup plus sur le choix de l'université, en fait, la mère de Demar, on vous l'a dit, elle est atteinte de lupus, et elle commence à souffrir de plus en plus. Et pour Demar, ses parents, en fait, ils ont toujours été là à chacun de ses matchs, ils en ont raté aucun. Et il s'est dit, mais je peux pas partir à l'autre bout du pays non plus et que ma mère puisse pas me voir jouer. Donc il prend la décision de jouer proche de la maison, là où il serait possible pour eux de venir les voir jouer. USC, ça a été une des premières universités à l'époque à se manifester pour lui. Il va montrer un intérêt réciproque, surtout que l'université est à seulement 25 minutes en voiture de chez lui, donc c'est parfait, c'est le meilleur deal. Et en plus de ça, ils acceptent de prendre Romeo dans l'effectif. Done deal. Magnifique. D'ailleurs, en plus de jouer avec son pote Romeo, à USC, il va jouer avec un intérieur européen pas trop mauvais, qui va devenir par la suite un coéquipier et un ami, un certain Nikola Vucevic. À part ça... Sympa. À part ça, l'adaptation au jeu NCAA a été un peu dure quand même, pour Demar, on va pas se mentir. Puisque sur ses 3 premiers matchs, il marque seulement 24 points en cumulé. Ça fait pas BZF malheureusement. C'est peu. C'est très très peu. En effet, son jeu de base reposait beaucoup sur ses qualités athlétiques, mais arrivé en NCAA, tout le monde était au moins autant athlétique que lui. Il va finir malgré tout par remporter le tournoi de la Pac-10 avec USC. Il sera même nommé MVP du tournoi. USC a été l'endroit où d'ailleurs Demar DeRozan a rencontré sa future femme et la mère de ses enfants. N'est-ce pas magnifique ? Ouais. C'est très très beau. J'ai oublié de le mettre sur la note, pardon Baptiste, mais sa femme s'appelle Chiara. Voilà, on l'embrasse. On va en reparler après. On l'embrasse. Après cette saison, tu disais à USC quand même plutôt réussi, il va se préparer à la draft NBA, c'est normal. Il a été s'entraîner avec un coach qui était réputé sur le circuit californien, un monsieur surnommé Seaford, qui lui faisait faire toutes sortes d'exercices, que ce soit de la finition au panier avec contact, et de ce qu'il dit dans le livre, visiblement par contact, entendez là, plaquage digne de Antoine Dupont, des 1v1 full courte où lui était tout le temps en train d'être en attaque, par contre les défenseurs changeaient à chaque fois comme ça, eux avaient les jambes fraîches et lui étaient cramés, ou encore, tout simplement, des petits runs de 2 heures sur la plage, parce que, pourquoi voilà, en fin d'entraînement, ça met toujours bien.
Pendant toute cette préparation, ouais, agréable de ouf. Pendant toute cette préparation, il était avec un joueur qui, contrairement à lui, n'a pas été projeté top 10 de la prochaine draft, celle de 2009. Un petit boug qui venait d'Australie, j'ai nommé Patty Mills. Oh. Et ouais, Incroyable. il a fait ses entraînements pré-draft avec Patty Mills. Certainement d'ailleurs sans le savoir, mais ce dernier a, pour qui d'ailleurs l'enjeu de la draft était encore plus important finalement, parce que le mec vient quand même de se casser de son pays natal accessoirement, et il va pousser Demar à se dépasser encore un peu plus, aller encore un peu plus loin dans ses retranchements. Il utilise une métaphore. Il parle, vous savez, si vous avez déjà vu des courses de lévriers, il y a un lapin devant, et en fait les lévriers ils courent après le lapin, ils courent pas entre eux. Et en fait apparemment Patty Mills était vraiment une mobilette. C'était son lapin. Et donc, il lui servait de lapin. Mais parlons un peu plus de la draft. Allons-y, oui, pardon, excusez-moi. Même si notre ami Demar n'avait jamais foutu les pieds à Toronto et même au Canada d'une manière générale, dès le début du process pré-draft, il a senti une attirance particulière pour Toronto. Il le dit, hein, c'était l'équipe par laquelle il espérait être sélectionné et de loin. Il raconte que lors de ses entraînements avec Seaford, vers la fin du processus, au moment même où les équipes NBA commencent à venir le voir, il est au pic vraiment de son basket et de lui-même, et que c'est le moment où il a réussi à canaliser tous ses traumas d'enfance, la mort, la pauvreté, les violences policières, bref. Le moment où sa colère était tellement son essence qu'il explosait tous les plafonds, et il précise qu'il a le sentiment d'avoir tout détruit devant chaque franchise. Son workout avec les Raptors était pour lui le meilleur. À la fin, Jerry Colangelo est venu le voir en lui disant que s'il était toujours dispo en neuf, c'est lui qu'il choisirait. Et on va voir si ça va se passer. Spoiler. Une autre équipe avait cependant démontré de l'intérêt pour Demar, et elle se trouvait juste avant les Raptors. Ouh. Puisque, en effet, 2 jours avant la draft, les Timberwolves ont invité Demar DeRozan, pardon, à un workout. Ce dernier a tout défoncé et lui ont dit que si il était encore sélectionnable, il le sélectionnerait certainement avec l'un de leurs 2 choix. Minnesota avait à l'époque le choix numéro 5 et le choix numéro 6. Ils vont finir par faire les 2 pires choix possibles de l'histoire. Ah non, ils vont pas faire puisqu'ils les vont 2 sélectionner. pires choix. Ils vont en faire un choix, ok, et après ils vont faire le pire choix de l'histoire. Non. Tu vas en parler après, mais ils auraient pu avoir Demar DeRozan et un autre type, et ils ont pris Ricky Rubio et Johnny Flynn. Oui, mais faut mettre du respect sur Ricky Rubio, au moins ça a été un joueur de NBA, contrairement à Johnny Flynn. Oui, c'est pas faux. Allez, parle-nous de la draft. Bref, pour vous donner son point de vue sur la draft, il suit les 3 premiers noms. Bon, il n'est pas surpris de voir Blake Griffin en 1 du côté des Clippers, puis son ami James Harden être pris en 3 du côté de OKC. Ici. Et si j'ai pas de bêtises, en 2, ce ne serait-ce pas notre cher Hashim Thabit du côté des Grizzlies? Oui. Oh, Mais il en avait rien à branler, visiblement, d'Hashim Thabit, il en parle pas. c'est un mec de Tanzanie, bon, je pense pas qu'ils soient très potes, Oui, quoi. c'est Ils pas ont faux. vécu vraiment à l'autre bout du monde. Bref. Il a retenu son souffle, évidemment, au moment des pics de Minnesota, mais il était assez soulagé, bizarrement, que son nom ne sorte pas, pardon. Je vais réussir à finir cette phrase. Notre ami Stephen Curry part en choix 7 du côté de Golden State. Jordan Hill, légende s'il en est, choisi par les Knicks au pick 8. Voilà, Jordan Hill aux Knicks au pick 8, je trouve ça magnifique. Ah, ta gueule. Ta gueule pour voir? Oh, j'ai dit. Oh, il a dit. Oh, bâtard. Puis vient la fameuse phrase. Les caméras se rapprochent de lui, la casquette lui est tendue. With the 9th pick in the 2009 NBA draft, the Toronto Raptors select DeMar DeRozan from University of South California. Son premier réflexe a été d'enlacer son père. Hormis lui-même, personne ne souhaitait plus que son père voir Debo le faire, être pris en NBA. C'était également la première fois qu'il a vu son père pleurer. C'est hyper magnifique tout ça. Et ouais. Surtout que, on va raconter l'anecdote, j'ai oublié de la placer, donc je la place. Je suis désolé, c'est moi qui ai fait le script, j'ai fait... C'était compliqué, merci.
Il faut savoir que le père de DeMar DeRozan, quand il avait 11 ans, a souffert d'un arrêt cardiaque. Donc le DeMar a été récupéré à l'école par sa mère en urgence, il est parti à l'hôpital, et alors que son père était en train de se remettre, il l'a regardé et il lui a dit « Ne t'en fais pas, je vais pas mourir avant que tu sois drafté en NBA. » Voilà. Le gamin avait 11 ans, c'était il y a 8 ans, c'est beau de voir un père avoir autant confiance en son fils. Clairement. Clairement. Donc c'était encore plus émouvant à mon avis de le voir pleurer à ce moment-là. Ah bah j'imagine. Revenons sur sa carrière. Ouais, revenons sur sa carrière. Le début de carrière est très compliqué avec les Raptors en vrai. La première saison avec Chris Bosh, Bosh se barre à la fin, ils font pas les playoffs. La deuxième saison, il y a quand même un truc cool, c'est que au moment où Bosh se barre, DeMar prend son téléphone et va tweeter Don't worry, I got us, ce qui va créer en fait pour effet que les fans des Raptors se rassemblent vraiment autour de lui et l'érigent vraiment en futur franchise player et en leader. Mais bon, en termes de résultats, bah, c'est compliqué. Hein. Il voit James Harden aller en finale avec OKC, il voit Steph Curry qui commence à performer avec les Warriors. Lui, bah, il se pose des questions, les insomnies reprennent. Et surtout, il y a un truc pas fou, c'est que le business de la NBA fait que tu vois tes coéquipiers arriver et partir. Et ça lui a rappelé un peu des mauvais souvenirs de quand il était dans la rue et qu'il perdait ses amis à Compton. Donc bon bah voilà, hein, vous remuez encore un peu un couteau dans la plaie. Tout ça a clairement impacté la vision que DeMar avait du basket et il le confie, il a commencé à voir ça de plus en plus plus comme une passion mais vraiment comme un travail. Et ça a été un impact, il le confie. Hein, il a commencé donc à mettre une distance entre lui et ses coéquipiers pour ne pas s'attacher et se sentir blessé. Et ça a été même jusqu'à le coéquipier de DeMar DeRozan, j'ai envie de dire. Et si on vous dit le coéquipier de DeMar DeRozan, normalement il y a un nom qui doit popper dans votre tête. On est en 2011 et c'est un certain Kyle Lowry qui débarque du côté des Raptors. À ce moment-là, il lui reste une année de contrat et il avait clairement fait comprendre qu'il ne comptait pas rester à Toronto. Pour Thibaut, la première impression qu'il a, c'est que notre ami Kyle Lowry est un connard. Voilà. La première saison, alors que les deux sont les titulaires sur la ligne arrière, ils ne se sont pas adressés un seul mot. Ouais, sympa. Même si bon, aujourd'hui, comment parler de DeMar DeRozan sans parler de sa relation avec Kyle Lowry? Alors, comme je disais, si au début, les deux ne se parlaient pas, Kyle était censé se casser à la fin de la première saison. Les choses ont pris un autre tournant. En fait, c'est vraiment la saison 2013-2014, pardon, après le trade de Rudy Gay, que Masai Ujiri fait comprendre à l'équipe que tout le monde est sur la liste des transferts, et qu'un effet, à ce moment-là, c'est vraiment... Il y a un effet Kumbaya qui va souder toute l'équipe ensemble, dont nos deux guards, Thibaut et Lowry. L'amitié va grandir au fur et à mesure de la saison et la relation va vraiment s'activer lors du Game 7 des playoffs de 2014. Kyle va se faire contrer lors du dernier shoot face aux Nets. DeMar va venir le récupérer et lui dire « Peu importe que tu mettes ce shoot ou non, on est ensemble. » Derrière ça, va se développer une amitié fantastique entre deux personnes plus similaires qu'ils le pensaient et qui dure encore aujourd'hui. En quelques mots, on n'est pas loin de la bromance originelle. Ah ouais, franchement, c'est clairement ça. Revenons en dehors de Kyle, même si on va très vite en reparler. En novembre 2017, donc on fait encore un petit saut dans le temps, la belle vie en NBA que menait DeMar DeRozan va prendre un coup dans l'aile et un événement moins fun va se produire. Lui et sa femme Kiara vont se séparer. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ils ont déjà 2 enfants ensemble. En fait, c'est très simple. Voilà, vous avez 2 personnes qui se rencontraient très jeunes. La vie a été très vite puisque l'un d'eux a été drafté en NBA. Et que vous avez des responsabilités nouvelles en tant que millionnaire et figure publique. Vous cumulez ça aux responsabilités normales qui viennent avec la parentalité. Et ça mène un couple à se perdre tout simplement. Et d'un feeling mutuel, ils vont mettre un terme à la relation. Kiara et les filles vont alors partir du côté de Los Angeles et DeMar, en pleine saison NBA, va rester seul à Toronto, énervé, triste. Il aurait eu besoin d'un break à ce moment-là.
Mais la saison NBA te demande à ce que tu sois focus, donc t'es focus. Il va faire ce qu'il sait faire de mieux à ce moment-là, s'enfermer dans le basket. Sauf que c'est pas fini. Ouais, parce que comme on dit, les emmerdes, ça vole par paquet. Juste après le match à Philly et le mini-break des vacances de Noël, alors qu'il est encore dans le vestiaire, Demar reçoit un appel de sa mère. Son père vient d'être transféré d'urgence à l'hôpital. Quoi qu'il arrive, Demar prend l'avion pour rentrer ce soir-là. Cependant, pendant le vol, il va sentir que quelque chose n'est pas comme d'habitude. En passant par les mêmes couloirs et les mêmes portes que 15 ans plus tôt, Demar arrive à la chambre de son père et apprend qu'il a souffert d'une nouvelle crise cardiaque. Le Big Dog, comme on le surnomme, est un battant, et bien qu'il soit inconscient à ce moment-là, Demar se dit qu'il sera sorti d'ici une semaine. La vérité, c'est que son père va passer les 2 ans et demi suivants à faire des allers-retours entre chez lui et l'hôpital. Pas fun du tout, très compliqué. Dans tout ça, il y a un seul homme qui va particulièrement compter pour Demar, on en parlait avant, mais c'est son voisin de vestiaire, c'est Kyle Lowry. Le seul en qui Debo avait toute confiance, le seul qui connaissait les détails des allers-retours de Demar, le détail pour les arrêts cardiaques de son père ou la situation avec Kiara. Pour comprendre un petit peu pourquoi la relation elle a autant prise entre les deux, Kyle Lowry vient de l'équivalent de Compton à Philadelphie, donc une banlieue au nord. Son père est absent de sa jeunesse, je crois qu'il est décédé très très tôt. Et extrême pauvreté, le basket comme seul échappatoire. Donc ça connecte, voilà, vous avez tous les deux des passifs, donc vous savez tous les deux les situations. Et pour vous donner un exemple d'à quel point Kyle Lowry est un ami extraordinaire, et allez lire le livre, vous vous rendrez encore un peu plus compte d'à quel point Kyle Lowry est fantastique. Avant les matchs, quand DeMar DeRozan est seul à regarder dans le vide, voilà, perdu dans ses pensées et sa dépression, Kyle venait et lui disait « Alright D, let's go to our happy place ». Parce que c'était le seul endroit où il pensait à autre chose. Et à la fin du match, Kyle venait, mettait son bras autour de DeMar DeRozan et lui disait « No, let's back to reality, you got this D ». C'est beau. Très quel mignon, mec en or. très beau. Ouais, quel mec en or. Ouais. On est au All-Star Game 2018 à Los Angeles, et à ce moment-là, d'un point de vue santé mentale, les choses dégringolent vraiment pour Demar. Ça fait à peu près 1 mois qu'il n'a pas vu ses filles, et il veut juste faire profil bas pendant ce week-end pour être avec sa famille. Alors que, vous vous doutez bien, un joueur pendant le All-Star Game, il est un peu... il est obligé un peu d'être au four et au moulin tellement il est demandé de partout. Il est surdemandé. Ouais, et des sollicitations un peu dans tous les sens. Puis là, c'est dans sa ville natale en plus. Ouais, c'est clair. Dans l'avion, Demar fait un cauchemar où il se voit être emporté par un siphon au fond de l'océan. Arrivé à LA, alors que son cousin vient le chercher et qu'il se pose dans un sous-sol de sa maison avant d'assister au concert de Kendrick Lamar et à une soirée organisée par un certain Kenny Smith. Au moment où il doit partir, son corps ne lui répond plus. Mais pour DeRozan, qui a un gamin qui vient de Compton, et à Compton, le mantra un peu, c'est peu importe ce qui t'arrive, tu dois pousser. Demar va pousser. Et lui, qui à ce moment-là n'avait jamais entendu parler de santé mentale, il considère qu'il n'a pas besoin d'aide. Surtout avec la vie qu'il a depuis qu'il est en NBA. Il faut pousser, sauf que ce soir-là, il n'est pas capable de pousser. Son corps va littéralement rester collé sur le canapé. Il va trouver une excuse, ses potes vont partir sans lui, il va rester seul chez lui avec ses filles en haut au-dessus. Finalement, au bout de 30 minutes de bagarre, il va réussir à se lever et à aller dans son lit pour espérer passer une vraie nuit complète. Alors que il est dans ce qu'il décrit comme un brouillard mental et qui scrolle sur YouTube, il va tomber sur une interview de Jim Carrey où ce dernier parle de santé mentale et de dépression. Jim Carrey, il faut savoir que c'est un personnage qui a toujours fasciné Demar. L'histoire, il la trouve magnifique. Et alors que dans l'interview, Carrey décrit précisément ce que c'est pour lui la dépression et comment ça se manifeste. Dans la tête de Demar, son cerveau commence à faire des liens entre ses traumatismes, ses mécanismes de défense, ses insomnies,
et il commence à mettre un mot sur ce sentiment qui l'accompagne depuis toujours et qui a été amplifié ces derniers mois. Et alors qu'il est déjà 3h du matin et que le planning du lendemain est chargé, Demar ouvre Twitter et poste un tweet qui fait office de référence aujourd'hui dans la prise en compte de la santé mentale des joueurs en NBA. Vous l'avez certainement vu. This depression get the best of me. Sans rentrer dans les détails et en vous invitant de nouveau à aller lire ou écouter ce livre, Demar parle de cette journée du lendemain, de comment tout le monde s'est inquiété pour lui, notamment son agent, et puis il explique en fait qu'il poste le tweet, il coupe son téléphone, il va prendre une douche, il va se coucher. Le lendemain, il se réveille, il y a la NBA, il y a tout le monde qui l'a appelé parce que, je suis désolé, mais ça fait quand même un peu l'aide d'adieu. Ouais. Et ouais, clairement. Et donc, il découvre que tout le monde s'est inquiété. Il en prend conscience. Il dit que ça le touche énormément. Notamment, il parle de Kyrie Irving qui vient le voir et qui lui demande vraiment entre quatre yeux, mais est-ce que t'es sûr que ça va se rendant compte que oui, lui a juste tweeté ça dans un moment de faiblesse, mais en fait, il a inquiété du monde. Il va chez ses parents par peur que ces derniers culpabilisent. Et en fait, il y a une bonne surprise, c'est qu'ils vont se montrer très compréhensifs et ils vont avouer qu'ils avaient le sentiment que quand même ça faisait quelques temps que quelque chose bouillait à l'intérieur de lui. Mais bon, c'est pas encore le temps de traiter ce genre de choses, je crois. On va revenir un peu au basket. Ouais. La fin de la saison 2018 pour les Raptors, on la connaît. LeBron qui sweep à nouveau les Raptors 4-0. C'est le fameux LeBronto à son paroxysme. Ouais. Et à cet été-là, alors que les Raptors apprennent pour leur plus grande joie que LeBron se casse à l'ouest, donc on se dit, ça y est, fin des problèmes, on va pouvoir... ça y est, le chemin se libère pour nous. Ouais. Lors d'un dîner d'équipe avec Masai Ujiri et tout le reste, Masai parle à ses deux stars, à Kyle Lowry et DeMar DeRozan, et il va leur dire que le plan c'est clairement de tenter une année en plus avec l'effectif actuel. Masai et Ujiri et Demar vont également partir ensemble durant l'été à Lagos, au Nigeria, pour le programme de Masai autour du basket en Afrique. Que pourrait-il mal se passer à ce moment-là ? Rien. Rien, on peut se dire, ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Et bien alors qu'il est à l'avant-première du film The Equalizer 2, Masai appelle Demar et lui dit qu'il le rappelle après le film, quoi. Il va alors checker Twitter pour voir les news et discute discrètement avec son agent, mais personne ne sait rien. En sortant, alors qu'il est en voiture, Masai rappelle Demar et lui annonce cash qu'il vient d'être transféré du côté de San Antonio. Dibo raconte qu'il se gare, qu'il est complètement désabusé. Tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais, là on t'apprend que tu vas devoir déménager dans un autre pays, là, carrément. Ouais. Mais dans tous ces événements de la saison 2018, Demar n'a jamais vraiment eu le temps de process tout ce qui s'était passé dans sa tête au moment du All-Star Weekend, dont on vous a parlé juste avant. Et même s'il était devenu une figure du mouvement pour la santé mentale des athlètes, lui n'avait pas fait de travail là-dessus et rechignait un peu à le faire. De ses propres aveux, il n'était pas à l'aise à l'idée de parler de ses innombrables traumas d'enfance à quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre de là d'où il venait. C'est finalement un mal pour un bien, ce trade, j'ai envie de dire, puisque c'est qu'à San Antonio qu'il a commencé à penser différemment. En fait, ça va se passer vraiment par hasard, puisque lors de la rencontre avec un homme dans un magasin, ce dernier vient le voir, c'est un homme un peu plus vieux que lui, un afro-américain comme lui, et il le remercie de son acte, il lui remercie de s'ouvrir, il lui dit que il est reconnaissant de la difficulté de la chose, enfin qu'il comprend la difficulté de la chose qu'est de parler de ses problèmes, et l'homme commence à évoquer son passé à lui, qui a un passé relativement similaire à ce qu'a vécu Demar. Et puis, au bout de 3-4 minutes de discussion, l'homme se dit « Mais je me suis pas présenté, je m'appelle George et je suis psychiatre, thérapeute en anglais. Est-ce que c'est parce que cet homme, qui était venu sans forcer, s'est présenté comme quelqu'un de vulnérable, qui connaissait les dangers qu'un jeune afro-américain rencontre dans sa vie ? Ou est-ce que c'est parce que Demar était à ce moment-là sur un point de non-retour vis-à-vis de sa santé mentale ? En tout cas, il a accepté de le revoir. Ça a pris une forme très informelle, puisque, en fait, sur l'année qui va suivre, lors des sessions d'entraînement des Spurs,
Les deux vont se voir à la fin. À chaque fois, l'autre va venir à la fin sur le côté. Et George et lui vont discuter, partager des histoires, partager la peine qui en découle, comment ils en ont fait une force. Il raconte que c'est les premières fois où il s'ouvre à quelqu'un d'autre sur la mort de Devion, son meilleur ami. Il parle de son père, etc. Tout ça. Et c'est un premier step pour Demar dans la dans Dans le bon sens. l'amélioration de sa santé mentale. Ouais. Exactement. Ouais. Lors de l'épopée des Raptors qui vont jusqu'au titre en 2019, Demar il a bien évidemment suivi tous les matchs, même s'il admet que lors du Game 6 décisif des finales, il cherchait tous les prétextes pour ne pas regarder directement le match. À la fin, il a évidemment envoyé un message de félicitations à tous ces gars, Kyle, Serge, Fred, Pascal, et à sa surprise, ils lui ont tous répondu directement. Il était aussi très touché par le SO que lui fera Kyle Lowry en conférence de presse. Cependant, même s'il était très heureux pour les fans et pour ses gars, il lui a fallu du temps quand même pour digérer tout ça. Et il admet être passé par un roller coaster d'émotions, que ce soit de la frustration, des questionnements, de la tristesse, même si à la fin il a fini par accepter tout ça, quoi. La résilience, encore une fois, de DeMar DeRozan. Exactement. Les saisons avec les Spurs, on va pas revenir sur le détail, mais ça va pas très bien se passer. Dans les événements pour clôturer tranquillement cette fin d'épisode, en janvier 2021, DeMar DeRozan a finalement, j'ai envie de dire, perdu son père. Ce dernier était déjà à ce moment-là à l'hôpital depuis des mois car sa condition s'était sérieusement dégradée après une énième crise cardiaque. Le plus triste dans cette histoire, c'est quand même que à cause des protocoles Covid, personne n'a pu lui rendre visite. Donc c'est ce que dit DeRozan, c'est la mort de son père, il en avait fait une raison, il s'en était fait une raison, il savait que ça allait arriver. Mais le fait de se dire que son père est mort absolument pas entouré des siens, c'est ça qui l'attristait le plus. Tu m'étonnes. Une nouvelle fois, Demar s'est canalisé dans le basket pour échapper à la douleur, même si il confie qu'il s'était rapproché d'un spécialiste à Los Angeles qu'il venait voir assez fréquemment durant les off-season pour travailler sur des choses. On va finir sur les dernières petites anecdotes et les derniers petits trucs avant de clôturer tout ça. Après les saisons ratées de San Antonio, Demar est free agent. Et il le raconte dans l'épisode, il reçoit un message d'un certain LeBron James Tiens. qui lui dit « Ce serait quand même sympa que tu gagnes un titre. » Demar lui répond « C'est vrai que ça serait cool. » Les deux se voient chez LeBron, commencent à parler des systèmes, de l'effectif, de comment ils peuvent jouer, etc. etc., etc. Et Demar se dit « Let's go, je vais signer aux Lakers, mon équipe de cœur, dans ma ville, etc. et tout. Bam, transfert de Russell Westbrook. » Donc bon, il comprend qu'à ce moment-là, c'est mort, parce que la masse salariale est finie. Donc il ira finalement à Chicago. Là-bas, la première année, il va jouer son meilleur basket en carrière, puisque je crois qu'il atteint les 27 points par match. Il retrouve au passage son pote Vucevic. Ouais. Et bien que l'équipe ne performe pas d'un point de vue collectif, ça a quand même été une bonne période individuelle pour Demar. Et vous l'avez vu, cet été, il vient de signer à Sacramento, enfin de retour dans sa Californie natale. Voilà qui va tranquillement clôturer cet épisode sur Demar DeRozan. Ouais. J'espère que ça vous a plu. On fait un petit free flow avec des anecdotes en vrac si tu veux. Des trucs que j'ai pas pu raconter ou des trucs que t'as toi. Si tu veux, j'ai très peu d'anecdotes sur DeRozan. Je sais que t'en as une et après si tu veux je vais un peu open, j'ai un truc à dire à la fin. J'en ai une. Tu voulais me parler du fait qu'il joue les lacets des faits. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est juste ça, c'est vraiment ce mec joue depuis qu'il est au lycée, je crois. Il joue, il fait passer c'est ça. Depuis que Kobe lui envoie des chaussures. Donc il l'avait raconté dans le podcast de Paul George, il me semble, où il expliquait le pourquoi du comment. J'ai pas retenu le pourquoi du comment, j'ai juste retenu que voilà. J'ai le pourquoi du comment si tu veux. Vas-y, balance. Le pourquoi du comment, c'est que DeRozan, vous vous souvenez, je vous ai parlé du fait qu'il a eu une fausse paire de Air Jordan 11. Et en fait, par peur de l'abîmer, il ne l'a lancé absolument pas fort, puisque quand vous la laissez trop fort, ça plie le cuir.
Et du coup, en fait, il explique qu'il a pris comme ça l'habitude de ne jamais lasser ses chaussures, qu'il continue à le faire. Alors en high school, ça l'a jamais dérangé, mais en fait, il explique qu'à partir du moment où il est en fin de saison senior, il a quasiment des chaussures neuves à chaque match. Parce que à la fac, vous avez des chaussures neuves, et en NBA, vous pouvez avoir des chaussures neuves à chaque match. Et en gros, il le dit, genre, il les aime serrer, mais il les aime serrer comme elles sont neuves. Et en fait, il les serre pas, et il dit... littéralement, dans un match, si je veux, je peux sortir mon pied comme ça de ma chaussure. Et ça fait péter son crâne à Paul George, et c'est absolument incroyable de se dire que ce mec... Ah ouais, puis il joue sans chevillère aussi, accessoirement. Genre, vraiment, la cheville est forte. Hein. Ouais, comment c'est possible qu'il se soit jamais explosé la cheville? Ouais, non, très fort Desmar. Très fort Desmar. Non, très fort Desmar. Je veux vous réinviter à aller écouter... parce que je dis écouter, parce que moi, je l'ai écouté sur Audible, parce que c'était compliqué de l'avoir à temps pour l'épisode. Mais allez vraiment écouter ou lire ce livre parce que c'est très très chouette. On a gardé le gros, mais ça explique vraiment très bien la relation qu'a DeMar DeRozan avec les Raptors aussi. Et donc ça amplifie encore plus la déception qu'il a à la fin d'être tradé. Il évoque aussi la relation qu'il a avec Greg Popovich. Il évoque sa famille avec Kiara, les premiers trucs un peu marrants d'un mec qui arrive en NBA et qui passe de je suis dans l'extrême pauvreté à je gagne 2 millions de dollars par an. Donc voilà, il y a une anecdote notamment avec une voiture où il explique comment il essaye d'acheter sa première voiture alors qu'il n'a pas le permis. Mais très marrant, très très marrant, allez-y. Et non, je voulais finir en fait sur un truc, le tweet de DeMar DeRozan à l'époque, nous on est au lycée. Ouais. Et moi je me souviens que c'est un véritable raz-de-marée. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que plus que juste la santé mentale des athlètes en NBA, ça a été parmi les actes références qui ont permis aussi d'ouvrir à échelle un peu nationale le débat de la santé mentale. Clairement. Oh, ça a ouvert des portes de fou. Genre... Ah ouais, ça a ouvert des portes de fou. Personnellement, sachez que je le cache pas, hein, chez moi ça a ouvert des portes, ça m'a appris à mettre des mots, me dire tiens, peut-être qu'en fait il y a un mot sur ce que je vis. Mais ouais, non, DeMar DeRozan est un personnage magnifique, même s'il a mis une espèce de droite à Koulibaly en fin de saison dernière, on a toujours pas compris. C'est vrai. Ouais. Et il fait partie, moi perso, des joueurs à qui je donne une bague volontiers en NBA. Ouais, actuellement... Avec Chris Paul, hop, prenez vos bagues. Non, pas Chris Paul, moi je n'en donne pas, mais DeRozan, ouais. Ouais. Et Russell Westbrook, ouais. Mais voilà. Carrément. Ouais, Russell West. Ouais. Mais ok, bah voilà, encore un mec de Los Angeles, j'espère que ça vous a plu. Une fois de plus. Bah écoutez, une fois de plus. Magnifique, on espère que cet épisode vous a plu. Voilà, on vous invite à nous laisser... Allez vous abonner, voilà, à liker, à nous faire des retours. Commentaires, allez lire le livre de DeRozan. Et voilà. On va pouvoir gentiment se laisser et se dire topette, et se dire rendez-vous la semaine prochaine. Allez, protocolaire topette, rendez-vous semaine pro. On fait des gros poutous et topette. Topette.